Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames, Messieurs, chers maîtres, je suis très heureux de venir vous présenter à l'Académie de chirurgie cette étude comparative randomisée entre la sleeve gastrectomie et le bypass gastrique chez le patient obèse à risque. Je remercie toutes les équipes qui ont participé à ce PHRC. Notre objectif était de démontrer que la sleeve gastrectomie peut améliorer le rapport bénéfice-risque par rapport au bypass gastrique en Y, moins de morbimortalité avec la sleeve gastrectomie et une réduction pondérale non inférieure à celle du bypass gastrique à 36 mois. Il s'agit d'une étude multicentrique, randomisée, comparant les complications, l'efficacité et la qualité de vie. L'étude a testé deux hypothèses, une hypothèse de différence portant sur la fréquence des événements de morbimortalité et une de non-infériorité concernant la réduction de l'excès pondéral supérieur à 50% à 36 mois. La conclusion de l'étude nécessite que les deux hypothèses soient démontrées en parallèle. Durée de la période d'inclusion 24 mois, nombre souhaité de patients 280. Donc, inclusion à J-30, tirage au sort à J-1, deux bras, un bras sleeve gastrectomie et un bras bypass gastrique. Et au niveau du bras sleeve gastrectomie, la possibilité à 18 mois de faire un bypass gastrique si perte de poids insuffisante. La durée totale du suivi est de 36 mois. Toutes ces données ont été vérifiées par l'unité de recherche clinique Lariboisière-Soin-Louis et c'est l'équipe d'Éric Vico qui a fait les tests statistiques. Deux critères de jugement principal. Le premier, c'est la fréquence de patients ayant une réduction de leur excès de poids supérieure à 50% à 36 mois. Le deuxième est un critère composite de morbimortalité évalué pendant 36 mois. Il est défini par la survenue d'au moins un événement morbide grave, décès, péritonite, abcès, fistule, hémorragie, occlusion, phlébite, embolie pulmonaire. Critères de jugement secondaire, l'évolution de la perte de poids, évolution des comorbidités, évolution de la qualité de vie. 40 patients ont été randomisés, 18 bypass gastriques, 22 sleeve gastrectomie. Et dans le groupe bypass, 3 patients ont eu en fait une sleeve gastrectomie, ce qui fait que l'analyse a concerné 15 bypass et 25 sleeves. Les caractéristiques des patients sont comparables pour ce qui concerne l'âge moyen, le sexe, le poids moyen, l'IMC et les comorbidités associées. Intervention chirurgicale, 2 conversions à la parotomie dans le groupe bypass, aucun dans le groupe sleeve. Durée d'intervention moyenne, 4 heures pour le groupe bypass et 2,4 heures pour le groupe sleeve. Critères composites de morbimortalité à 1 mois. 3 patients ont présenté une complication dans le groupe bypass, 20%, 2 dans le groupe sleeve. Pour le groupe bypass, il s'agissait de 3 fistules et pour le groupe sleeve, un abcès intra-abdominal et une occlusion sur site de trocar. À 36 mois, 6 patients ont présenté une complication dans le groupe bypass, soit 40%, et 3 dans le groupe sleeve, 12%. Du côté du bypass, fistule, occlusion, phlébite et carence vitaminique. Et du côté de la sleeve, abcès intra-abdominal, occlusion sur site de trocar et occlusion sur bride après cure d'éventration sur site de trocar. Sleeve versus bypass, quelle différence pour ce qui concerne la morbimortalité? Un taux de complication de 40% pour le bypass et 12% pour la sleeve. Test statistique, P égale 0,0572, ce n'est pas significatif. Sleeve versus bypass, quelle différence pour ce qui concerne la perte d'excès de poids? À 3 ans, 73,3% des bypass avaient une perte d'excès de poids supérieure à 50% et 60% des sleeves avaient une perte d'excès de poids supérieure à 50%, ce qui fait une différence de 13,3%. On avait fixé un seuil à 15%, une marge de non-infériorité à 15%. Il y a un problème ici, vous le voyez au niveau de l'intervalle de confiance, la borne à 42,8 est supérieure au seuil fixé. Ceci ne nous permet pas de conclure à la non-infériorité de la sleeve. Pour qu'une différence de bénéfice-risque soit démontrée, il est nécessaire que les deux hypothèses soient vérifiées en parallèle, celle de différence portant sur la morbimortalité et celle de non-infériorité portant sur la réduction de poids. Donc cette étude ne permet pas de conclure que la sleeve gastrectomie améliore le rapport bénéfice-risque. Critères d'évaluation secondaire, pour ce qui concerne la perte de poids, il n'y a pas de différence à 18 mois, à 36 mois, un petit avantage pour le bypass, mais ce n'est pas significatif.
Les comorbidités, on a les mêmes résultats à 18 et 36 mois pour ce qui concerne l'hypertension, le diabète et le syndrome de l'apnée du sommeil. Évolution de la qualité de vie, on a les mêmes résultats aussi à 18 et 36 mois. Donc cette étude randomisée avec un suivi à 36 mois n'incluant que 40 patients ne nous permet pas de conclure que la sleeve gastrectomie améliore le rapport bénéfice-risque. Moins de complications graves après la sleeve gastrectomie, un peu moins de perte de poids. Les résultats des deux techniques sont comparables pour ce qui concerne l'évolution des comorbidités et de la qualité de vie. Donc, on avait prévu 280 patients, il n'y en a eu que 40. Donc, on a levé la randomisation car trop de refus de patients, et ça, je pense qu'on en discutera. Puis, réalisation d'une étude comparative prospective multicentrique de 280 patients, incluant les patients randomisés. Voici l'évolution des inclusions. En bleu foncé, la courbe théorique, en rose, la courbe réelle, et on voit une explosion des inclusions à la levée de la randomisation. Donc, je vais vous présenter maintenant une autre étude qui n'est pas une étude randomisée, mais qui inclut les 40 patients randomisés, traitement chirurgical de l'obésité par la sleeve versus bypass, étude prospective comparant les complications, l'efficacité et la qualité de vie. Donc là, on en a un peu plus, on a 277 patients inclus, 91 bypass et 186 sleeves. De chaque côté, il y a moins de 10% de perdu de vue ou de données incomplètes à 3 ans, et un seul décès du côté bypass, on y reviendra. Les données sont comparables pour ce qui concerne l'âge moyen, le sexe, le poids moyen, l'IMC et les comorbidités. Les interventions chirurgicales, conversion en laparotomie, 13,3% pour le bypass, 1,1% pour la sleeve, c'est significatif. Pas de différence pour les fuites lors du test d'étanchéité ni les transfusions. Par contre, la durée d'intervention moyenne, il y a plus d'1 heure de différence. 2,9 heures pour le bypass en Y et 1,8 pour la sleeve gastrectomie, c'est significatif. Durée d'hospitalisation, 6,5 pour le bypass et 5,1 jours pour la sleeve gastrectomie, c'est significatif. Critères composites de morbimortalité à 1 mois, on a 8,8% de complications après bypass, 3,8% après sleeve gastrectomie. On va revenir sur le détail, le voici. Là, c'est critères composites de morbimortalité avec un suivi à 36 mois. C'est-à-dire toutes les complications graves pendant 36 mois ont été enregistrées. Il y en a 15,4% dans le groupe bypass, il y en a 5,9% dans le groupe sleeve. Avec, du côté du bypass, abcès intra-abdominal, 4 fistules digestives, 2 hémorragies, une sténose, 2 occlusions sur hernie interne, occlusion sur bride, pneumopathie et carence vitaminique grave. Du côté de la sleeve, un décès, c'est un patient qui est décédé après une cascade de complications. Il a eu la fistule, la sténose, la carence, la dénutrition. Abcès intra-abdominal, 3 fistules, 3 hémorragies intra-abdominales, 2 occlusions sur site de trocar et une occlusion sur bride après une cure d'éventration sur site de trocar. Sleeve versus bypass, quelle différence pour ce qui concerne la morbimortalité? Un taux de complications à 36 mois de 15,4 pour le bypass, 5,9 pour la sleeve. Test statistique, c'est significatif. P égale 0,0098, donc davantage de complications pour le bypass. Sleeve versus bypass, quel résultat pour ce qui concerne la perte d'excès de poids? À 3 ans, 79,12% des bypass avaient une perte d'excès de poids supérieure à 50% et 79,46% des sleeves avaient une perte de poids supérieure à 50%. Ce qui fait une différence à 0,34. Donc on avait fixé une marge de non-infériorité à 15%. La borne supérieure à 9,8 étant inférieure à la marge de non-infériorité, on peut conclure à la non-infériorité de la sleeve gastrectomie par rapport au bypass sur la réduction de l'excès pondéral. Pour dire plus simple, à 3 ans, les résultats de la sleeve ne sont pas inférieurs à ceux du bypass pour ce qui concerne la perte de poids. Critères d'évaluation secondaire, pourcentage de poids total perdu. Entre sleeve et bypass, il n'y a pas de différence significative. Évolution de l'IMC, pour le bypass, on est descendu de 46 à 30 et pour la sleeve, de 45 à 31. Pas de différence significative. Il n'y a pas de différence non plus pour ce qui concerne la qualité de vie. Les résultats sont les mêmes
entre la sleeve et le bypass. Donc, ma conclusion, il ne s'agit pas d'une étude randomisée. Néanmoins, cette étude a montré que la sleeve gastrectomie améliore le rapport bénéfice-risque par rapport au bypass gastrique en Y, car les deux hypothèses testées ont été vérifiées en parallèle. L'hypothèse de différence, moins de morbimortalité avec la sleeve gastrectomie, et une hypothèse de non-infériorité, une réduction pondérale non inférieure à celle du bypass gastrique à 36 mois. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Jean-Marc. Donc cette communication est ouverte à discussion. Richard Villet. Plutôt que de discuter les résultats qui sont clairs, je trouve que c'est intéressant parce que ça pose problème de la recherche chirurgicale et de la recherche clinique en chirurgie et des essais prospectifs randomisés que vous avez parfaitement contournés, puisque vous aviez un PHRC qu'il fallait bien répondre à la question et qu'on est parti de 280 malades et que malheureusement on a pu inclure 40 malades. Et je trouve que ça pose cette question, et je ne sais pas comment vous en êtes sortis, de comment on peut les inclure. Et donc il y a une nouvelle solution statistique qui me paraît intéressante, c'est les techniques en crossover. Alors les techniques en crossover peuvent peut-être faire un biais, c'est-à-dire on va dire que pendant une période l'équipe Intel va faire de bypass et pendant une période l'équipe Intel va faire de la sleeve, et il semblerait, d'après les statisticiens que j'ai pu interroger sur ça, que ce soit tout à fait valable sur le plan méthodologique. Et donc je pose la question, si vous voulez, de ce problème, et vous en êtes bien sorti, mais comment vous avez fait la période de jonction quand il y avait le refus? Parce que vous ne nous avez pas donné un chiffre très important, c'est à combien de malades vous avez proposé et combien ont refusé. Et ça nous paraît fondamental. Je vais vous le dire maintenant. C'est donc plus une question de méthodologie que le problème de l'obésité à proprement parler qui m'intéresse. Oui, je vous ai présenté cette étude telle qu'on l'a vécue sur un plan chronologique. Le fait qu'un PHRC en chirurgie soit accepté, c'est déjà bien. Après, il faut pouvoir inclure des malades et tout le problème est là. Donc, le problème, en fait, je vous l'ai présenté de telle façon qu'on puisse poser le problème de la randomisation en chirurgie. Et ça, c'est surtout pour une pathologie plutôt fonctionnelle. On n'est pas dans le domaine du cancer, là. Je vous raconterai comment on a vécu l'affaire. Ce qui était surprenant, c'est que ce PHRC, une fois qu'il était accepté, il était en ligne. Donc, il était sur les sites internationaux d'études randomisées et j'ai reçu 70 demandes spontanées de candidatures spontanées de patients étrangers, notamment de patients américains, pesant de 300 à 400 livres, qui me proposaient de rentrer dans l'étude. Alors, bien sûr, j'en ai parlé à Eric Vico, la direction de la recherche clinique de l'OPHP, pas possible, il faut que le patient ait la sécurité sociale. Et en fait, donc, je me suis retourné vers ces patients-là, et il y en a quand même un certain nombre qui m'a répondu, mais pourquoi vous voulez venir en France faire cette chirurgie? C'est quand même incroyable que des gens traversent l'Atlantique pour venir se faire opérer comme ça. Parce qu'ils m'ont répondu, c'est free of charge. Chez nous, mon assurance ne prend pas en charge ce type de chirurgie qui vaut 8 000 à 12 000 euros. Donc les patients étaient prêts à payer le voyage pour venir se faire opérer en France, parce que dans le texte, c'était en ligne, c'était écrit tel quel, free of charge pour le patient. Donc ça mérite, je vous raconte une histoire vécue. Moi donc j'en ai parlé à Eric Vico, la direction de la recherche clinique, à tout le monde. Comment se fait-il que tant de patients des États-Unis veuillent venir se faire opérer en France? C'est parce que, en principe, les études randomisées, elles sont gratuites pour le patient. Donc nous, on ne travaille pas comme ça. On est en France, on a une éthique, on ne fait pas ça. Et chez nous, en fait, c'est plutôt le patient qui décide son type d'intervention en matière de chirurgie bariatrique. Voilà dans la situation qu'on s'est trouvé. Le taux d'acceptation est extrêmement faible. Acceptation de 1 sur 10 à 2 sur 10 selon le centre. Donc, au bout d'un certain temps, il y a une motivation. Des moyens ont été développés pour ce PHRC, pour le lancer. Moi, je me suis déplacé dans tous les centres.
C'est colossal comme investissement. Mais au bout de 1 an ou 2, il y a une certaine démotivation. Les centres investigateurs hésitent de poser la question à tous les malades. Quand on posait cette question-là, vous allez être tiré au sort entre 2 techniques complètement différentes. Il y a vraiment des patients qui sont demandés s'ils allaient se faire opérer par ce chirurgien. Voilà comment j'ai vécu ce problème. Donc il est évident qu'avec les statistiques, on peut arranger les choses. Là, on s'est battu pour lever la randomisation et vous avez vu le résultat qui est spectaculaire, parce qu'une fois la randomisation levée, il nous a fallu qu'1 an et demi pour pouvoir inclure 240 patients. Et c'est du boulot, le PHRC. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de financement pour tous les centres, comme il y a maintenant. Et dans votre... Je voulais une question subsidiaire, parce que le micro, peut-être pour que ce soit enregistré, ou je fais pas fort, c'est le choix, dans ces cas-là, était du chirurgien ou du patient, parce que c'est ça le problème. C'est le patient qui choisit. Dans le cadre... Dans le cadre de la chirurgie bariatrique, ces patients sont extrêmement informés par l'Internet. Vous savez, il y a beaucoup de blogueuses parmi les patientes obèses. Ils sont parfaitement informés, ils vont voir un chirurgien qui fait plutôt une technique particulière et pas une autre. Sur l'Île-de-France, il y a ceux qui font la sleeve, ceux qui font le bypass, ceux qui font l'oméga, etc. Et ils prennent un peu cette direction-là. Et arrivé, c'est le chirurgien, on va vous tirer au sort, ils ne comprennent pas. Et ce PHRC a été fait au moment du croisement des courbes entre le bypass et la sleeve. C'est à ce moment-là, en 2010, que la sleeve est devenue la technique chirurgicale majoritaire. Donc, nous, on l'avait lancé en 2006-2007, ce PHRC. Mais vu le temps qu'il faut sur un plan administratif pour le lancer, il s'est passé 3 ans. Oui, justement, je voulais rebondir sur ce que tu as montré, c'est qu'effectivement, en fait, le chirurgien ne pose plus l'indication, il a un rôle d'information et de conseil. Alors, pour bien conseiller, il faut aussi pouvoir faire les 3 opérations. Oui. L'anneau, la sleeve et le bypass. Mais c'est vrai que notre rôle a changé. Parce que, comme tu l'as dit, ils viennent avec une idée. Moi, ma question, c'est plus la question du suivi. Parce qu'on a un très gros problème avec le suivi qui met en cause notre responsabilité. Alors, un suivi sur la sleeve, parce que nous n'avons pas de résultats à long terme. Tu as montré l'équivalence des résultats à 3 ans. Bon. Mais il y a encore des très grandes incertitudes sur les résultats à long terme de la sleeve. Et un problème de suivi dans le bypass, car il y a des patients qui ne sont pas du tout compliants pour le suivi vitaminique, et ça peut parfois aboutir à des catastrophes, et c'est notre responsabilité. Alors j'aurais bien voulu avoir ton sentiment sur la comparaison sleeve bypass dans le suivi. Très bien. Alors déjà, pour un patient, l'intérêt pour lui de participer à une telle étude, c'est qu'il est bien suivi. Parce que tous les 3 mois, il doit venir en consultation. S'il ne vient pas en consultation, il est rappelé, que ça soit par les secrétaires ou les attachés de recherche clinique. Il y a beaucoup de moyens qui sont mis en marche pour le suivi. Alors le problème du suivi à long terme de ces 2 techniques, je vous l'ai montré, c'est que en post-opératoire immédiat, il y a un peu plus de complications avec le bypass qu'avec la sleeve, d'accord, mais la différence, elle est surtout sur le suivi, où avec le bypass, c'était le bypass en Y, là, il y a les hernies internes, où il y a des occlusions, et il y a les carences vitaminiques, et pas mal d'occlusions sur bride aussi, qu'on a beaucoup moins avec la sleeve. Voilà mon sentiment. Alors ceci est intéressant notamment quand on opère des patients qui partent à l'étranger, qu'on risque de ne pas revoir, notamment les patientes africaines qu'on opère à Paris, que j'opère à Saint-Denis. J'évite de leur faire un bypass. Je suis plus tranquille de leur faire une sleeve, car j'ai l'intime conviction qu'à long terme, elles sont moins exposées à une complication. Bernard. Bien, je voulais d'abord féliciter mon élève et ami Jean-Marc Quateline de ce beau travail. Enfin, je vois qu'il est passé facilement des tumeurs de Klaskine qui étaient parus dans l'Inde Sorgeret à la chirurgie bariatrique. Et puis, sur le plan des résultats, je suis intéressé par la comparaison parce que
J'avais la notion que la sleeve donnait des résultats plutôt meilleurs que le bypass à long terme, mais que par contre les complications étaient très graves, parfois mortelles, alors que là, il n'y a pas de différence significative. Est-ce que vous pouvez commenter là-dessus? Vous m'honorez beaucoup, merci beaucoup. Cette étude met quand même en évidence que le seul décès est du côté de la sleeve. La sleeve, son problème, ce sont les complications post-opératoires. Quand elles arrivent, elles sont graves. Et quand il y a une fistule, c'est pas facile à gérer. Là, on est avant les méthodes actuelles de double pictuelle, d'endoscopie moderne, etc. Ça s'est passé avant. Mais le problème de la sleeve, c'est la gestion des complications post-opératoires et notamment des fistules. C'est peut-être, je trouve que c'est un peu plus simple de gérer les complications du bypass que celles de la sleeve. Sinon, sur le long terme, pour ce qui concerne la perte de poids, c'est pas inférieur. Disons que là, je montre du moyen terme. On a fait d'autres études sur le long terme. C'est pas statistiquement inférieur. Merci beaucoup. Très rapidement, c'est un peu dans le même sens. Dans les résultats, il y a quand même un biais à ce propos-là, parce que les complications de la sleeve, il y a un décès, j'ai vu, et puis il est notoire que lorsqu'il y a une complication de la sleeve, c'est des mois et des mois de réintervention, donc un prix de revient très élevé et des circonstances beaucoup plus graves qu'en général une occlusion sur une hernie interne dans un bypass, par exemple. Ah oui, tout à fait. Donc ça biaise un peu les résultats. Tu mets un décès, tu mets une fistule, je crois, mais ce sont des complications beaucoup plus longues, beaucoup plus coûteuses et beaucoup plus graves que les complications habituelles du bypass. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ce patient, il est décédé, c'est un patient qui n'est pas parisien, je le dis tout de suite. Il est décédé 14 mois après l'intervention, après une fistule, la sténose, la dénutrition, etc. Les carences multiples. Il est mort de dénutrition, ce patient, d'après les données que j'ai pu avoir. Donc, les complications de la sleeve sont extrêmement graves quand elles arrivent, oui, c'est vrai. Mais le risque du bypass, ce sont les complications à long terme. Oui, je vais peut-être dire une bêtise parce que je n'ai jamais pratiqué cette chirurgie, mais j'ai l'impression que le bypass est réversible, tandis que la sleeve gastrectomie, c'est définitif. Je ne sais pas si ça peut se produire comme éventualité, mais... Oui, tous les bypass sont réversibles, même le Y, l'oméga est plus facile que le Y. La sleeve est irréversible, mais je vais vous dire, leur obésité, leur problème d'addiction, c'est une maladie chronique. Je crois que c'est pas réversible. Je vais juste revenir sur le suivi. Je te félicite pour ton excellent travail qui nous a beaucoup intéressés. On avait fait une réunion à l'Académie sur le suivi après chirurgie bariatrique l'année dernière, dont il était ressorti plusieurs éléments. Il y a beaucoup de patients indisciplinés, on peut multiplier tous les garde-fous, ils ne viendront pas. 2, on manque de médecins nutritionnistes. 3, il faut s'orienter dans ces conditions vers le médecin généraliste qui a besoin d'être éduqué, et éventuellement vers les pharmaciens ou des infirmières spécialisées ou des diététiciennes spécialisées, car la diététicienne ordinaire ne connaît pas du tout les problématiques du suivi après chirurgie bariatrique. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est une maladie chronique, ils doivent être surveillés à long terme. Ils sont exposés à des carences vitaminiques, ils sont exposés à des complications. Il faut former les médecins traitants. Pour nous, c'est un travail colossal puisqu'on a des complications. On a non seulement des complications, mais surtout des consultations qui sont extrêmement importantes. Il faut former des nutritionnistes, il faut former des diététiciennes, il faut les réunir par groupe. Oui, on en est arrivé à faire des consultations pour une trentaine de patients à la fois, pour essayer au mieux d'améliorer ce suivi. Jean-Marc, je voulais te féliciter. Je voudrais revenir sur une notion qui est un petit peu courue dans la salle, que c'est très difficile de faire un essai randomisé chirurgical en France. Oui. Et je ne crois pas qu'il faille accuser les patients. C'est surtout les chirurgiens, souvent, qui ne sont pas convaincus de la randomisation et qui préfèrent, au fond, faire la technique dont ils n'ont plus l'habitude. Et c'est peut-être un des biais du début
de ton travail. C'est pas facile. On a vu la même chose quand on a fait l'étude sur l'appendicectomie ou le traitement antibiotique. Il a fallu vraiment faire de la propagande chez les chirurgiens pour les amener à faire l'étude. Mais il est vrai que dans toutes ces études randomisées chirurgicales, le centre coordonnateur, il inclut entre le tiers et la moitié des malades. Je crois qu'il faut être sincère, ce qui est quand même énorme, quoi. Et le reste, ce sont quelques centres. Oui, vous avez raison de parler de ça, puisque pour ce PHRC, il y a quand même eu 25 centres inscrits au total, ce qui est colossal, dont 3 centres de Belgique qui n'ont jamais mis un malade, et en France, ça fait 22 centres. Et en fait, il y a 9 centres qui ont inclus des patients. Et nous, on les a tous visités. Alors, quand on voit le coût en déplacement, il est vrai que c'est un problème. C'est pour ça que je vous ai raconté cette histoire de patients transatlantiques. Les chirurgiens ne sont pas tous motivés. Certaines équipes peuvent faire ça parce qu'il faut quand même du temps. En fait, ce sont les équipes qui s'intéressent à la recherche clinique, voire qui ont des attachés de recherche clinique qui peuvent faire ça. Alors maintenant, ce type d'études, il y a un financement pour chaque patient inclus, ce qui n'était pas le cas à cette époque. Maintenant, c'est un peu moins de 200 € par malade. Donc, ça permet de financer des attachés de recherche clinique. Il est évident que des études de randomisées de ce niveau-là, tout le monde ne peut pas faire ça. Bien, merci beaucoup.